Tout d'abord, avant de commencer, qu'il me soit permis de remercier une nouvelle fois les organisateurs, je pense en particulier à Quentin qui est là-bas, mais à toute l'équipe évidemment du Collège Belgique, pour cette charmante invitation. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici une nouvelle fois pour discuter, vous allez le voir, en fait, de philosophie, d'épistémologie, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui auraient vraiment jamais entendu parler de ce terme, donc cette branche de la philosophie, grosso modo, qui s'intéresse à la connaissance. Épistémé, c'est du grec la connaissance, donc l'art de connaître, quels sont les enjeux, les limites de la connaissance, et en particulier, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est la connaissance scientifique, parce qu'à titre personnel, étant plutôt scientifique et philosophe, et donc philosophe des sciences de formation, c'est évidemment la connaissance scientifique en particulier qui va m'intéresser, bien qu'on ne va pas se restreindre à ça, on va parler de connaissance en général, d'où le titre « Ni certitude ni déni de la connaissance en science ». Donc ça va être un peu l'enjeu de dresser les contours de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que la connaissance scientifique. Est-ce qu'il y a seulement des connaissances scientifiques? Et incidemment, dans un même mouvement, on parlera aussi de vérité. On abordera la question de savoir s'il y a de la place pour de la vérité en science, et si oui, dans quel sens. Ça c'est grosso modo le menu de ce qui nous intéresse et de ce qui va nous occuper ce soir. Mais avant de commencer, je m'étais dit qu'il était important de faire une sorte de mise au point rhétorique, une sorte de précaution oratoire, parce que je sais d'expérience que quand on vient parler de science, de connaissances scientifiques et de vérité en science, il faut parfois désamorcer certains pièges, parce que simplement les questions de science, vous le savez, aujourd'hui peuvent prêter, je dirais, à certaines controverses. Lorsqu'il va être question, par exemple, de fake news, de complotisme et de choses comme ceci, il peut y avoir éventuellement, je dirais, quelques tensions, et donc on va essayer de les désamorcer d'entrée de jeu avant de commencer, en précisant à l'aide de deux nuances relativement élémentaires, vous allez voir, le sens du terme science qui va être utilisé ce soir pour bien préciser, grosso modo, ce dont il va être question. Alors une première distinction assez générale, mais la voici, c'est de distinguer entre science comme un discours qui vise à décrire ou à représenter le monde qui nous entoure, et à cet égard, c'est descriptif, et à cet égard, ce type de discours peut être qualifié, on va le voir, de vrai ou de faux, ou de plus ou moins vrai ou de plus ou moins faux, en, je dirais, dépendant de la qualité de la représentation, de l'adéquation de la représentation au monde qu'il est censé représenter. Donc ça, c'est la science en tant que discours, si vous voulez, de représentation du monde, qui veut nous dire quelque chose de vrai à l'égard du monde, qu'on va généralement distinguer alors de ce qu'on appellera plutôt la science en société lorsqu'elle se fait moyen d'action pour notre agir individuel et collectif. C'est ce qu'on appelle la technique ou la technologie. C'est lorsque la science est exploitée, non pas simplement pour représenter le monde, mais pour le manipuler. Ça va pour pouvoir l'adapter en fonction de nos besoins, pouvoir prédire ce qui va se passer, pouvoir agir sur le monde, et qui va donc s'associer cette fois-ci non plus à un discours de type descriptif, sujet à être vrai ou faux. On ne dira pas d'une technologie qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse, d'accord, ce serait une erreur de catégorie, mais plutôt un discours normatif ou évaluatif. Il y aura là derrière un jugement, une technologie, on va pouvoir dire qu'elle est bonne ou mauvaise, qu'elle est belle ou pas belle, qu'elle est juste ou pas juste, désirable ou pas désirable, et là fondamentalement ça en fait une question qui est d'abord et avant tout politique. D'accord ? Et j'ai bien conscience, bien sûr, que la frontière entre cet aspect descriptif de la science et cet aspect technologique normatif, elle est évidemment un peu floue. On parle d'ailleurs souvent de technosciences parce que les deux sont un peu amalgamés, mais je les distingue ici conceptuellement pour préciser que ce dont il va être question ce soir, c'est d'abord et avant tout la composante descriptive. Quand je parlerai de science, je parlerai d'abord et avant tout comme un discours à vocation de dire quelque chose de vrai sur le monde, et je ne parlerai pas de 5G et de vaccination, pour le dire autrement. Ça va ? Donc ça, c'est une première nuance. Et deuxième nuance, évidemment, que vous connaissez aussi, et qui est aussi importante, ça va être de distinguer les sciences comme ces différents types de discours à portée descriptive qui veulent nous dire quelque chose de vrai sur le monde, comme la physique, la chimie, la biologie, la psychologie, l'économie, l'histoire et tout ce que vous voulez, de la science comme une institution sociale dans nos vies. Ça va, à côté de la culture, du sport, du cinéma, de la religion, il y a la science, c'est-à-dire c'est une institution faite d'hommes et de femmes et qui est normée par certains modes de fonctionnement. Et ça, on peut évidemment en parler aussi comme de la science, mais c'est évidemment quelque chose de différent que ce discours ou ces discours qui ont une vocation à dire quelque chose de vrai sur le monde. Et si je mobilise ici, à titre de préambule, je dirais, ces deux nuances, c'est pour vous laisser entreapercevoir qu'il y a tout un espace de nuances lorsqu'il est question de la thématique de l'anti-science. On parle parfois aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu dans les journaux, qu'il y aurait une sorte de montée de la pensée anti-scientifique. On parle parfois de l'ère de la post-vérité, l'ère des fake news, l'ère des vérités alternatives, etc. Et donc, évidemment, les discours scientifiques, dans certains pays plus que dans d'autres, sans penser outre-Atlantique ici, où les discours scientifiques sont un peu plus mis à mal, mais il se fait que dans nos sociétés occidentales de type, on va dire la Belgique pour le dire, comme ceci, de type démocratique, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de montée de l'anti-science, tous les baromètres sont relativement stables, on montre encore aujourd'hui, à certains égards, que
vous et moi, les citoyens belges, grosso modo, on a encore une confiance assez forte dans les sciences. Ce sont d'ailleurs les scientifiques et souvent les médecins, paradoxalement, on pourrait le penser, qui font encore l'objet de la plus large confiance. On parle parfois de seuil de confiance de l'ordre de 90%, alors que les politiciens, les journalistes sont tout en bas de l'échelle, plutôt à 10-15%, quelque chose dans cet ordre-là, et c'est globalement assez stable. Mais il n'empêche, et c'est ça que c'est l'enjeu des deux petites nuances que je voulais apporter ici, que grâce aux deux distinctions que j'ai mentionnées, donc le descriptif, le normatif, et la science comme institution et la science comme discours rationnel, mais ça permet de penser ce qu'on entend par anti-science, même dans des sens très différents. Donc par exemple, j'ai pris ici une posture qui n'est qu'un exemple, qui reflète en fait assez bien ma position, mais grosso modo, mais on peut, si vous voulez, à certains égards, considérer, et c'est ce que je vais défendre ce soir, que la science est un mode de discours particulièrement efficace qui fait preuve de ce qu'on appelle une certaine autorité épistémique, c'est-à-dire que pour décrire le réel, elle est probablement notre meilleur moyen d'accès pour dire des choses vraies sur certains phénomènes du monde. Donc j'ai confiance en ça en tant que philosophe des sciences pour dire la science, c'est notre meilleure manière de dire quelque chose de probablement vrai sur le monde qui nous entoure par rapport à d'autres discours. Mais ceci n'est pas incompatible avec le fait qu'on peut être suspicieux à l'égard des bienfaits prétendus de certaines technologies, c'est-à-dire que moi je ne suis pas un fan de la 5G par exemple, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'anti-science, aussitôt que je suis hésitant à embrasser ce genre de technologie sans trop réfléchir. On n'a pas obligé d'être un technologiste BA pour pouvoir dire être en phase avec la science. De la même façon, on peut critiquer la manière dont l'institution scientifique est organisée aujourd'hui, la course à la publication, le vedettariat et ce genre de choses, sans pour autant être anti-science. C'est ça que je vais vous faire sentir ici, on peut être anti-science à différents égards, et l'égard qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire la qualité de la représentation, à cet égard, c'est évidemment quelque chose que je ne vais pas considérer. Je ne vais pas me considérer ici comme anti-science, au contraire, je vais essayer de vous faire sentir qu'il y a de la place dans les sciences pour une connaissance sérieuse et une certaine vérité, bien que peut-être pas dans le sens où on veut l'entendre généralement, aussitôt qu'on rentre dans quelle sphère? La sphère des réseaux sociaux, la sphère de la presse, la sphère du débat public. D'accord? La situation va être fort différente dans la sphère très privée, un peu à huis clos du monde académique, où là on est tous plus ou moins d'accord, mais lorsqu'il est question d'aller sur un plateau télé, typiquement, ou sur Twitter, ou dans ce genre d'arène où la parole scientifique est mobilisée, je dirais à certains égards pour dire tout et son contraire, mais on voit parfois, et vous avez sans doute vu, à l'occasion de la crise sanitaire, c'était assez clair, à l'occasion de la crise climatique, c'est assez clair, à l'occasion de toute crise qui est chargée scientifiquement, et il y en a beaucoup, les OGM, la 5G, et tout ce que vous voulez, vous avez très probablement assisté à ce genre de rhétorique, que ce soit sur un plateau télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça revient au même, c'est-à-dire à de manœuvres rhétoriques, que je vais un peu utiliser comme des repoussoirs ici dans cette conférence ce soir, qui ont tendance à malheureusement accaparer un petit peu la pensée publique, qui ne vont pas faire dans la nuance, comme vous allez le voir, et qui sont des manœuvres rhétoriques dans le sens qu'elles n'ont que comme objectif que de faire taire l'adversaire. Alors ces deux manœuvres rhétoriques, j'en ai représenté une sur la gauche, on va la décliner tout à l'heure, c'est la pensée du scientifiquement démontré. Généralement, je ne vais pas le faire ici parce que je vais faire tomber mon petit présentoir, mais ça s'accommode généralement d'un point sur la table en disant « mais c'est un fait scientifique, ça a été montré ». Et donc taisez-vous, donc j'ai raison, et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tort. C'est quand la vérité est de mon côté, tout qui n'est pas d'accord avec moi est dans l'erreur, donc vous avez tort. Et avec, vous le pensez bien, dans l'autre sens, dans l'autre camp, de l'autre côté du ring, si vous voulez, cet autre extrême, cet antagonisme complet qui va plutôt dire, mais non, et ça c'est la pensée complotiste, vous prétendez savoir que ceci, mais en fait vous ne savez pas, parce qu'en fait il y a un complot qui vous masque la vraie vérité qui est cachée derrière les choses. Mais dans la dynamique très réseaux sociaux, très affrontement dans le débat public de la pensée scientifique, mais on est souvent aux prises malheureusement avec ces deux repoussoirs, ces deux extrêmes, que j'appellerai ici d'un côté, pour des raisons qui seront claires plus tard, l'extrême scientiste, c'est la pensée du scientifiquement prouvé, la science c'est le vrai avec un grand V, donc taisez-vous, et d'autre part, l'extrême plutôt cynique, qui va désamorcer, qui va dissoudre la possibilité de connaître quoi que ce soit, c'est plutôt l'extrême complotiste, c'est ce que j'appellerai tout à l'heure l'appel au complot, c'est-à-dire, étant donné qu'il y a la possibilité d'un complot qui nous trompe, vous ne pouvez rien savoir, même vos vérités scientifiques, elles sont en fait fausses, à certains égards. Et dans ce débat public, malheureusement, alors c'est pas le cas ici on n'est pas tout à fait on est dans un cadre un peu protégé, je dirais, des trolls du débat public, à certains égards, ce que je vais appeler ici la médiation épistémologique, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est-à-dire une espèce de pensée intermédiaire qui va, si vous voulez, à certains égards, restituer ou penser qu'il est possible qu'il y ait d'authentiques connaissances scientifiques et d'authentiques vérités scientifiques sans les sacraliser. Mais cette pensée qui va toujours être une pensée un peu de crête, située entre ces deux extrêmes de la dogmatisation et la sacralisation de la connaissance, et de l'autre côté, sa dissolution complète dans, si vous voulez, le complot, on va essayer de montrer ce soir qu'il y a une voie possible pour cette pensée intermédiaire, bien que, malheureusement, on ne l'entend pas beaucoup. Elle est un peu inaudible, elle est un peu invisible dans la sphère publique qui est accaparée
par ces deux pôles qui, généralement, sur le plan rhétorique, ont beaucoup de puissance. Parce qu'évidemment, quand vous tapez sur la table en disant c'est un fait scientifique, ben vous écrasez la discussion. Quand vous cherchez un peu la nuance, généralement, vous n'avez même pas le temps. En 140 caractères, il n'y a pas de place pour la nuance. En 30 secondes dans un JT, vous n'avez pas de place pour la nuance. Mais ici, on a un peu de temps ce soir, j'espère, une petite heure comme ça, pour pouvoir réinstaurer un peu de nuance. Donc ça, c'est un peu le menu de ce qui vous attend ce soir. C'est comment essayer de penser une voie intermédiaire viable entre ces extrêmes cyniques et scientistes. Et voilà en gros le menu de ce qui vous attend. Étant entendu qu'on n'a pas le temps ici en une petite heure de faire un long cours d'épistémologie sur c'est quoi la connaissance, ben, j'ai opté pour une formule un petit peu accélérée et pour quand même ne pas vous perdre, parce que l'épistémologie malheureusement comme beaucoup de champs de la philosophie c'est assez abstrait, mais je vais partir d'un cas d'étude concret. Donc on va partir d'un cas d'étude concret que je vais aller chercher dans l'astronomie de la période moderne. Je ne vais pas vous demander pourquoi, vous allez voir, parce que c'est un cas qui se prête assez bien, qui n'est pas très technique, qui se comprend assez bien. Donc on va partir d'un cas un peu concret avec Galilée. Ça va peut-être, vous allez vous demander pourquoi on parle de Galilée ici, mais ce n'est qu'une excuse pour introduire une certaine compréhension de la connaissance que vous allez voir, je vais extirper de ce cas d'étude de manière tout à fait naturelle. Si vous allez comprendre dans ce cas d'étude comment il fonctionne, on va voir une théorie de la connaissance qu'on va ensuite mettre à l'épreuve du scientifiquement prouvé et de l'appel au complot, et ça me permettra de dire, enfin d'exposer quelque chose sur la notion de vérité en science. Donc ça c'est un peu ce qui vous attend dans le petit menu de ce soir. Ça va? Il est encore temps de quitter la salle en courant si vous n'êtes pas satisfait avec ce qui est prévu. Mais donc commençons par un cas d'étude. Je vous ai dit, ça va peut-être paraître un peu catapulté comme ça. Bon, c'est un peu catapulté comme ça, c'est parce que je donne aussi ce genre de module dans un certificat où il y a de l'histoire des sciences et de l'histoire de l'astronomie. Donc c'est pour ça que j'ai été le chercher dans l'histoire de l'astronomie. Mais ça s'y prête assez bien, il n'y a pas de technicalité très embêtante qui serait dans le chemin. Donc le cas d'étude que j'ai choisi, c'est Galilée 1610, son fameux ouvrage Le Messager des étoiles, dans lequel il va mettre en évidence, grâce à un nouvel instrument qu'il est le premier pas à utiliser tel quel, mais en tout cas, c'est étonnant, à mettre entre l'œil et le ciel, qu'on appelle la lunette astronomique. Il faut se rappeler qu'avant Galilée, on faisait de l'astronomie depuis 2000 ans à l'œil nu. Alors avec certains instruments, pas des instruments optiques, on pouvait avoir des sextants et ce genre de choses, mais c'est un des premiers à utiliser la lunette, et grâce à la lunette astronomique, il va découvrir toute une série de choses, notamment des taches solaires, du relief sur la Lune, etc. Et celle qui m'intéresse ici, c'est la découverte pour la première fois, alors c'est un anachronisme de parler comme ça, mais de 4 satellites qui tournent autour de Jupiter. Quand on sait aujourd'hui que Jupiter a 92, je pense, quelque chose comme ça, lunes ou satellites, c'est un anachronisme parce que Galilée ne parle pas de satellites, je vais utiliser ici des termes qui n'étaient pas des termes d'époque, mais on se comprend. Mais Galilée est le premier à émettre l'hypothèse qu'il y aurait autour de Jupiter des lunes, c'est-à-dire qu'il y aurait dans un contexte, rappelez-vous de l'époque, géocentriste, donc dans un contexte où la pensée dominante, c'est de dire que la Terre est au centre, immobile, et que tout tourne autour d'elle, c'est le premier à dire qu'il y a en fait des boules qui tournent autour d'une autre boule que la Terre. C'est très hérétique en fait cette pensée-là, d'accord? C'est vraiment une hypothèse tout à fait controversée à l'époque de se dire il y a en fait des choses qui tournent autour de Jupiter, ce qui contrevient complètement à la pensée dominante. Et en l'occurrence, c'est les 4 plus grosses lunes qu'il a pu découvrir. J'ai plus trop, si vous avez Google, allez regarder, mais je crois que c'est Europe, Io, Ganymède et Callisto, quelque chose comme ça, voilà, qu'il appelait à l'époque les étoiles médicéennes, ça n'avait pas le nom de satellite, c'est pas le problème ici. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a plus, mais c'est les 4 plus grosses. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je vais vous faire sentir ici, c'est une connaissance qu'il y a bien ces 4 choses qui tournent autour de Jupiter, mais pas à l'époque. À l'époque, c'est pas une connaissance. Et ce qui va nous intéresser, c'est à quel moment on a considéré que ça devenait une connaissance. C'est ça qui va m'intéresser évidemment ici. Alors pour comprendre ça, il faut remettre un tout petit peu de contexte. Galilée, c'est plus ou moins 1610 ici pour l'ouvrage Le Messager des étoiles. Il est dans un contexte où la cosmologie, c'est-à-dire l'image scientifique qu'on a du monde, elle est aristotélicienne toujours, ça fait 2000 ans qu'elle est là, c'est le modèle des 2 sphères qui a dominé la pensée scientifique pendant 2000 ans, et on est en pleine période charnière, on est un peu après Copernic, de ce qu'on appelle la révolution copernicienne, qui va se terminer avec Newton, donc il faut attendre encore au moins 50, 60, 70 ans avant que ce modèle soit renversé. Et ce modèle, vous le connaissez peut-être, c'est le modèle de l'aquarium, le modèle cosmologique de l'époque, vous le voyez, ça se voit, c'est assez clair, c'est un univers fini. Nous sommes au centre, alors c'est pas très clair pour vous, mais donc la Terre, elle est là, on est au centre, et surtout on est immobile, c'est surtout ça qui est important, et tous les mouvements célestes sont liés au fait que c'est la grande sphère, avec des petites étoiles fixes qui sont plantées comme des petites épingles dedans, qui tournent, et en tournant, elle entraîne le mouvement de toutes les petites planètes et étoiles, tout est mélangé. Il y a le Soleil qui est là-dedans, comme vous pouvez le voir, qui a le même statut que les autres planètes, qui sont glissées à l'intérieur et qui vont tourner. Alors c'est ça le modèle, donc c'est un univers fini, bon, il est plein, il est parfaitement sphérique, il est parfaitement asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une physique différente qui va s'opérer entre l'orbite, enfin la Terre et l'orbite lunaire, ce qu'on appelle le monde sublunaire, qui est le monde de la physique avec l'air, la terre, le feu, etc., la physique d'Aristote évidemment, et au-dessus du monde de la Lune, on a une autre physique qui est la physique céleste. Donc c'est un monde très asymétrique, évidemment quand Newton va arriver et qu'il va dire, il va casser cette asymétrie. Mais ça c'est le contexte dans lequel va opérer Galilée. Alors pourquoi je vous parle rapidement de ce contexte? C'est pour comprendre d'abord qu'en termes de théorie de l'argumentation, ce qu'on appelle la charge de la preuve, elle est massivement sur les épaules de Galilée. C'est ce que je disais tout à l'heure, Galilée il arrive dans un contexte où ça fait 2000 ans qu'on considère que ça c'est la bonne théorie des cieux,
et il arrive avec une nouvelle idée, il y a des trucs qui tournent autour de Jupiter, qui est complètement contraire à cette idée, et donc il doit, pour pouvoir convaincre son monde autour de lui, soulever une charge de la preuve assez impressionnante, il doit faire preuve de beaucoup de modestie, de beaucoup d'humilité, et il doit, en fait, il a bien conscience de ça, Galilée, il doit réellement écrire son texte, et le Messager des étoiles est un exemple à cet égard, comme un cahier de laboratoire où il va donner toutes les preuves pour montrer qu'effectivement, ce qu'on a cru pendant 2000 ans est faux. Donc, pour le dire autrement, tout le monde est contre lui à l'époque, d'accord? Il doit montrer patte blanche, il ne peut pas se contenter d'arriver un peu les mains dans les poches, et ça, il a bien conscience de cela. Ça, c'est la première raison pour laquelle je vous parle de ce contexte. La deuxième raison, je l'ai mise entre parenthèses parce que je vais vous demander de la garder à l'esprit, parce que quelque part, ça ne vous parle pas encore maintenant, mais c'est normal, mais ça va venir, c'est simplement pour moi ménager un petit effet. Tout à l'heure, je ferai, haha, rappelez-vous, j'avais parlé de ça et je vais revenir avec cette dia-là. C'est pour dire que c'est ce contexte-là, le contexte du géocentrisme aristotélicien, qui va fixer le champ de ce qu'on appellera dans un instant, ce qui est encore du chinois pour vous maintenant, c'est normal, les contre-possibilités pertinentes. Non, mais je vous le dis, gardez ça dans un coin de votre esprit, ça va revenir sur le tapis. Et donc la question qui nous occupe maintenant, et je vous rappelle, cette question, ce n'est qu'une excuse pour introduire par le concret une théorie abstraite de la connaissance qui va arriver dans un instant, c'est celle-ci, c'est à partir de quand est-ce qu'on a considéré que ce qui était une hypothèse hérétique complètement étrange, à savoir qu'il y a des trucs qui tournent autour de Jupiter, pardon, pas la même chose, d'accord? À partir de quand a-t-on pu considérer qu'il s'agissait non plus simplement d'une hypothèse, d'une spéculation, mais d'une connaissance, et d'une connaissance scientifique? À partir de quand est-ce qu'elle a fait son entrée dans la liste des choses que les scientifiques tiennent pour vraies à un moment donné? Et c'est évidemment pas à partir de quand au sens historique, parce que ça c'est assez facile, en 1611 c'était plié, ça a été assez vite, le processus a été assez rapide, en quelques mois, quelque part ça s'est réglé. C'est à partir de quand au sens épistémique, c'est-à-dire à partir de quelles étapes d'un processus de justification de cette hypothèse de base, il y a un moment où on s'est dit c'est bon, maintenant on connaît. Et ce que je vais faire maintenant, c'est retracer les quelques étapes de ce processus, à partir duquel, dans un instant plus tard, je vais extrapoler du coup une théorie de la connaissance. Et vous allez voir, c'est relativement intuitif. Alors tout commence, alors là je ne me rappelle plus la date exacte, mais je pense que c'est un 10 janvier 1610, quand Galilée, par pur hasard, il le dit lui-même dans le texte, hein, c'est par une pure fatalité, il y avait sa lunette qui traînait dans le coin de Jupiter, il met son œil dessus, et il observe quelque chose. Alors je l'avais d'abord mal dessiné comme ceci ici, avec deux petites étoiles et une boule qui est censée être Jupiter. Après j'ai trouvé que dans l'ouvrage de Kuhn, qui parle de la révolution copernicienne, il a reconstitué non pas ce que Galilée a vu, parce qu'il n'a pas, mais avec une lunette similaire, voilà ce que Galilée aurait pu voir ces nuits-là. Or, au départ, il y avait 3 étoiles médicines, donc 3 satellites, après on voit qu'il y en a 4 qui apparaissent, bon ça n'a pas d'importance, mais les images en dessous, c'est grosso modo ce que Galilée a dû plus ou moins en percevoir dans sa lunette lorsqu'il regardait Jupiter, qui est la grosse boule, et donc ce qu'il a pris naturellement comme étant des satellites de Jupiter, et ça c'est des nuits successives, quand il n'y a pas de nuages, hein, parfois il faut attendre une nuit pour passer à la suivante, qui doit être un peu perturbant quand on a envie d'aller vite et vite d'avoir la réponse, mais s'il y a un nuage devant, il faut attendre la nuit suivante, et effectivement vous regardez que quand on regarde cette séquence là en dessous, l'hypothèse que les 4 petits points tournent autour du gros point est une hypothèse qui a du sens. D'accord ? Donc arrive 10 janvier 1610, Galilée, en observant cela, il émet l'hypothèse, qui est encore qu'une hypothèse, ce n'est pas une connaissance, il en a bien conscience à ce moment-là, qu'il y a des petites boules qui tournent autour de Jupiter, ce qui est complètement, je vous le disais, hérétique. Et pour pouvoir faire en sorte que cette hypothèse devienne plus qu'une simple hypothèse, mais devienne une connaissance, il doit commencer un processus dont il a bien conscience, et il va le faire. Et c'est très clair dans son Messager des étoiles, il va passer par toutes les étapes nécessaires pour ériger cette hypothèse en connaissance. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire ? On va le voir, et vous allez voir dans un instant qu'on va extrapoler une théorie de la connaissance de cela. La première chose qu'il envisage, c'est de se dire, mais peut-être que mes données, donc c'est-à-dire ce que j'observe ici, sur ma rétine, mais par l'entremise de mon télescope ou de ma lunette astronomique, mais peut-être que c'est en fait indicatif d'autre chose que de la vérité de mon hypothèse. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas des trucs qui tournent autour de Jupiter, mais que c'est Jupiter lui-même qui est animé d'un mouvement relatif sur un fond d'étoiles qui reste fixe. Ça, c'est tout à fait envisageable dans le contexte que je viens de vous donner, qui est le contexte de la pensée d'Aristote. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait penser, alors c'est pas très clair sur les images en dessous, mais que c'est en fait la boule centrale qui se déplace et les 4 autres qui ne bougent pas. Et ça, il va le désamorcer assez rapidement parce qu'il se fait qu'à l'époque, l'astronomie est très prédictive. D'accord, on a des tables astronomiques, le mouvement de Jupiter, on le connaît très bien. Et il se fait qu'à ce moment-là, quand on consulte les tables et qu'on fait toutes les modélisations possibles qui sont excellentes à l'époque, il n'y a pas de problème avec ça, même si le modèle n'est pas exact, les prédictions sont très bonnes. On constate que Jupiter, le mouvement, en tout cas attribué à Jupiter, n'est pas celui de Jupiter lui-même. En l'occurrence, il devrait être dans un moment rétrograde alors qu'il est dans un mouvement direct, ce genre de choses. Donc ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Galilée désamorce la possibilité, qui est une contre-possibilité, que son hypothèse soit fausse. Il désamorce la possibilité qu'en fait, ces données soient indicatives du fait que c'est Jupiter qui bouge et pas les petites boulettes autour. Ok.
Mais ce n'est pas encore gagné, parce qu'évidemment, il doit envisager une autre possibilité qui est de dire, mais peut-être qu'en fait, ce que j'observe nuit après nuit, ce ne sont simplement pas les mêmes étoiles, ou les mêmes planètes, il appelle ça des étoiles à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est peut-être dû à un mouvement de Jupiter sur un fond d'étoiles fixes qui, cette fois-ci, serait chaque fois différent. Vous savez, comme dans un film où on croit qu'à la succession des images, c'est la même qu'on attribue, mais en fait, c'est chaque fois une différente. Mais ça, il va aussi la désamorcer, cette possibilité, simplement parce que la portion du ciel qu'il observe toutes les nuits, elle est très pauvre en étoiles visibles. Il va développer des techniques pour pouvoir identifier correctement les étoiles en sachant que celles-ci, à la nuit précédente, c'est bien celles-là, avec leur luminosité, leur couleur et ce genre de choses. Et donc, il va désamorcer la possibilité, de nouveau, que son hypothèse soit fausse et que le mouvement qu'il semble observer soit dû au fait qu'en fait, ce sont des étoiles fixes différentes. Et ce soir-là, là, on a un 13 janvier, donc ça va très vite. Il y a une nuit où il n'a pas pu observer parce qu'il y avait des nuages, ça c'est un peu frustrant. Un 13 janvier, il se dit, Galilée, c'est bon, là, moi, je sais que les satellites tournent autour de Jupiter. Mais est-ce que ça en fait une connaissance scientifique? Bien sûr que non. Je vous rappelle que les connaissances scientifiques, ce sont des connaissances collectives. Il ne suffit pas qu'il y ait une personne sur Terre qui pense le savoir pour le savoir. Il faut encore que ce soit admis par la communauté scientifique pertinente. Et là, évidemment, pour les autres scientifiques que Galilée, il y a encore toute une série de possibilités qui doivent être désamorcées pour faire en sorte qu'on puisse considérer qu'effectivement, il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter. C'est ce que j'ai rassemblé sous l'appellation ici des biais personnels de Galilée, qui sont divers. Il y a des gens qui vont considérer que Galilée a une mauvaise vue, en l'occurrence on sait qu'il était plus ou moins myope, et qu'en fait, ce qu'il pense observer, c'est simplement lié à un défaut de sa vue. C'est pas parce qu'il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter, il n'y en a pas, mais c'est lui qui croit les voir, mais simplement parce qu'il a une vue déficiente. Ou alors, ce serait lié à l'observation, sa position de l'observation qui se fait à Padoue, et il serait que peut-être qu'à Padoue, il y a un truc très spécifique qui fait qu'on observe d'une certaine façon, qu'on n'observera pas de cette façon ailleurs. Ou encore, peut-être que Galilée est un menteur. Il faut encore envisager cette possibilité. Peut-être qu'en fait, il nous fait croire que, mais en fait, c'est pas vrai. Et peut-être qu'il est simplement sincère, mais qu'il prend ses désirs pour les réalités. Il y a toute une série de choses qui pourraient faire en sorte que l'hypothèse soit fausse, mais que Galilée nous prétende quand même avoir observé cela. Mais toutes ces possibilités doivent être désamorcées, et elles vont l'être. Et comment est-ce qu'elles vont l'être? C'est la racine de l'idée de reproductibilité dans les sciences. Il y a d'autres astronomes, à Prague, à Paris, à Venise, en d'autres endroits, avec des yeux qui n'ont pas les mêmes yeux que Galilée, avec des lunettes différentes, qui vont observer des séquences d'observation concordantes, et donc on va pouvoir éliminer la possibilité que l'observation de Galilée soit liée à sa vue, à Padoue ou à ce genre de choses. On va éliminer les biais de personnel de Galilée. Et enfin, et j'arrête à cette 5e étape parce que je pense que vous allez comprendre le processus, on va bientôt repartir vers plus d'abstrait, mais il est encore tout à fait possible que ceci soit un artefact de l'instrument lui-même. Je vous rappelle, dans le contexte, Galilée est le premier à utiliser cette lunette astronomique. Pendant 2000 ans, on a fait de l'astronomie à l'œil nu, donc il se pourrait encore que ce soit un artefact de la lunette qu'on ne comprend d'ailleurs pas très bien. Les lois de l'optique ne sont pas encore découvertes, on ne sait pas très bien comment ça marche, cette chose, et on a déjà conscience qu'il existe des sources d'erreur avec les lentilles, il y a déjà des aberrations qui sont connues. Donc on sait que les lentilles peuvent introduire des sources d'erreur, peut-être que c'est ça. Et là, Galilée, il va devoir entreprendre toute une campagne de vulgarisation scientifique et de communication scientifique. C'était un des grands communicants de la science, un des premiers grands vulgarisateurs à certains égards, Galilée, parce qu'il va, notamment en distribuant des télescopes partout en Europe, en organisant des sessions d'observation un peu partout en Europe, mais il va arriver à convaincre, par toute une série d'arguments dont je vous passe le détail ici, que le problème n'est pas lié à la lunette, que la lunette, elle fonctionne bien, et que ce qu'on voit dans la lunette, c'est bien ce qui est, c'est bien ce qui est réel, c'est pas un artefact. Or, il y a toute une série de techniques. Il va bien sûr faire des expériences sur Terre. Il va par exemple se mettre sur le campanile de Venise et il va regarder un bateau qui arrive au loin dans sa lunette et il va dire « Je peux vous dire que le bateau qui arrivera dans 10 minutes au port, il y a un capitaine qui a un beau pourpoint bleu avec 3 boutons jaunes, ce qu'on ne pouvait pas observer à l'œil nu. Le bateau arrive, on voit qu'effectivement le capitaine a un bon pourpoint bleu avec 3 boutons jaunes, donc la lunette fonctionne. Mais elle fonctionne sur Terre. Ça ne veut pas encore dire qu'elle fonctionne quand on va regarder ce monde qui a une physique différente. Et pour ce faire, il faut développer d'autres types d'arguments que je vous passe ici, mais donc vous avez l'idée. Galilée doit désamorcer la possibilité qu'il n'y ait pas de satellite qui tourne autour de Jupiter, mais que le problème vienne de sa lunette. Et il y arrive. Et à partir du moment où il y arrive, bingo, d'accord, donc du bingo c'est vers 1611, même les jésuites commandités par Bellarmine, qui était le fameux cardinal qui a accueilli Galilée en rétractation dans son fameux procès dont on parlera tout à l'heure, vont reconnaître qu'effectivement, donc même les géocentristes convaincus, si vous voulez, vont reconnaître, ben oui, effectivement, il y a bien des satellites qui tournent autour de Jupiter. Ce jour-là, ça devient une connaissance scientifique qu'il existe des satellites, ce n'est plus qu'une hypothèse. Pourquoi je vous parle de tout ça? J'avais dit, il y a un petit détour par un terrain concret, mais c'est pour essayer de comprendre comment, à quel prix, une hypothèse devient connaissance dans les sciences. Et je vous l'ai montré, voilà ce qui s'est passé, et je vais pouvoir vous dire que ça se généralise très très bien à tout type de connaissances dans les sciences, ce n'est pas la particularité de ce cas choisi, c'est de dire une hypothèse, une croyance, une spéculation, une conjecture, qui au départ n'est qu'une croyance non informée, non justifiée,
va devenir une connaissance lorsqu'elle va traverser un processus qu'on appellera un processus d'élimination des possibilités qu'elles soient fausses. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les contre-possibilités. Connaître, c'est éliminer les contre-possibilités, c'est éliminer les possibilités que ce qu'on pense connaître soit faux. Et vous pouvez prendre ça comme une image, vous élaborez l'hypothèse, vous ne savez pas si elle est vraie, mais vous allez éliminer toutes les possibilités qu'elle soit fausse. Évidemment, quand vous aurez éliminé toutes les possibilités qu'elle soit fausse, ben reste celle qui dit qu'elle est vraie. D'accord? C'est à peu près ça l'intuition qu'on a derrière. Alors il y a quand même une nuance qu'il faut apporter. Est-ce que c'est vraiment toutes les contre-possibilités? Ben, évidemment non. C'est impossible d'éliminer toutes les contre-possibilités parce qu'il y en a une infinité, d'accord? Et l'exemple historique le montre, Galilée n'a pas été tenu pour pouvoir prétendre connaître, et même la communauté scientifique de l'époque n'a pas été tenue pour prétendre connaître qu'il existait des satellites qui tournent autour de Jupiter, d'éliminer toute une série de contre-possibilités, par exemple, qu'il y aurait de la matière noire obscure qui aurait influencé les choses, parce que simplement à l'époque, dans le contexte de l'époque, ce n'était pas pertinent d'envisager cette contre-possibilité. Et une autre contre-possibilité qu'il n'est pas nécessaire, et ça c'est le point important, de désamorcer pour pouvoir connaître, c'est la possibilité complotiste, c'est la possibilité sceptique. Galilée n'a pas été tenu de désamorcer la possibilité que les données qu'il observait dans son télescope soient le fruit d'une machination cosmique, soit le fruit d'un démon laplacien, d'un malingénie cartésien plutôt, qui serait venu le tromper, soit le fruit d'une conspiration. C'est une contre-possibilité qui existe toujours, mais on voit bien que Galilée n'a pas dû la désamorcer, elle n'est pas pertinente dans le contexte pour prétendre connaître. Ça, gardez bien ça à l'esprit, parce que je vais y revenir à cette fameuse contre-possibilité sceptique, conspirationniste, qui existe toujours et qui est un piège dans lequel tombent les complotistes et les conspirationnistes, évidemment. Donc ça, c'était mon petit cas d'étude. Je vous dis, maintenant, on va retourner vers l'épistémologie. On a fait un peu d'histoire des sciences. C'est sympathique, hein, des gens qui font de l'histoire des sciences comme métier. Personne n'est visé dans cette salle. Mais on va revenir maintenant à des considérations sérieuses de philosophie. D'accord? En extrapolant depuis l'histoire des sciences, c'est pour plaisanter, bien sûr, un contexte ou des considérations de type épistémologique. Et donc, reprenons ce point de départ. C'est un peu le résultat de notre expérience ici avec Galilée. C'est de dire, on a pu dire qu'on connaissait scientifiquement quelque chose, quelle que soit cette chose, hein, ici en particulier qu'il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter, mais ça peut être que les continents dérivent, que les espèces évoluent, que le coronavirus se déplace par aérosol ou autre chose, d'accord? Ça peut être n'importe quoi. Aussitôt qu'on a fait quoi? Qu'on a éliminé les contre-possibilités pertinentes ou les possibilités que cette hypothèse soit fausse. Que, dans le cas qui nous occupe, il n'y ait pas en fait de satellites qui tournent autour de Jupiter. C'est à ce prix que vient la connaissance, et ça, pour la petite histoire, ça correspond à une théorie de la connaissance qui existe en épistémologie. Je ne vous vends pas ici quelque chose d'exotique ou de complètement marginal. Si vous n'avez jamais fait d'épistémologie, c'est très bien. Mais il y a un philosophe, c'est David Lewis en particulier, qui a élaboré cette théorie qu'on appelle une théorie contextualiste de la connaissance, et c'est une théorie assez bien acceptée aujourd'hui pour toute une série de raisons que je passe ici. Et donc cette théorie, elle dit ceci, mais en gros, elle dit en d'autres termes ce que je viens de vous dire. Vous avez que, vous voyez ma souris ici, oui. Petit x, ça peut être moi, ça peut être Galilée, ça peut être la communauté scientifique, sait ou connaît dans un contexte C, ça va être important, il y aura un contexte, que petit p, donc que par exemple, il y a des satellites qui tournent autour de Jupiter, si et seulement si, mais les données dont dispose ce sujet lui permettent d'éliminer les possibilités que p soit faux. Toutes, non pas toutes, nous dit David Lewis, seulement celles qui sont pertinentes dans le contexte. Et c'est ça que ça veut dire connaître. Quand on connaît quelque chose scientifiquement, c'est qu'on a éliminé les possibilités que ce soit faux, les possibilités pertinentes dans le contexte. Ok, ça c'est la théorie, ça c'est l'outil, on va le mettre au travail maintenant cet outil. Je vous avais dit, ça va être un petit peu l'enjeu. Mais avant de le mettre au travail, je vais essayer de vous faire comprendre un peu comment il fonctionne, et je vais essayer de vous faire comprendre un peu ce que ça veut dire une théorie dite contextualiste de la connaissance, parce que vous allez entendre dans le terme, il y a contexte, ça veut dire que la vérité des attributions de connaissance vont dépendre du contexte, mais pas n'importe comment, et c'est ce que je vais vous faire sentir maintenant. Et pour ce faire, je vais reprendre un exemple très classique de la philosophie, les philosophes dans la salle le connaissent sans doute, c'est dans une fameuse conférence que Moore a donnée dans les années 20 à Cambridge, où il a voulu, c'est assez ambitieux, démontrer que le monde extérieur existait, et il l'a fait en gesticulant et en montrant ses mains. En gros, il a fait une démonstration qui est voici une main, donc le monde existe, c'est QFD. Après, il a passé beaucoup de temps à montrer que c'était une preuve authentique et une preuve tout à fait pertinente. Et donc, souvent, les philosophes reprennent la phrase « j'ai deux mains » comme exemple en l'honneur de Moore. Et pourquoi je prends cette phrase « j'ai deux mains » ? Parce que c'est vrai que j'ai deux mains, vous les voyez ici. Et donc, s'il y a bien quelque chose que je sais, c'est que j'ai deux mains. D'accord ? Je peux douter de beaucoup de choses, mais pas que j'ai deux mains. D'accord ? Je les sens, j'ai beaucoup de justifications, je peux me tapoter avec, je peux prendre des objets, etc., etc. Pour autant que ce soit vrai que j'ai deux mains, c'est bien quelque chose qu'on peut dire que je sais. C'est-à-dire, pour le dire encore autrement, je ne vous apprends rien, j'espère, ce soir, d'accord ? Vous n'avez pas fait le déplacement et bravé la tempête uniquement pour apprendre cela, que vous savez que vous avez deux mains, pour autant que vous en avez deux, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir deux mains. C'est-à-dire que dans un contexte quotidien, qui n'est pas le contexte d'aujourd'hui, ici, c'est pas un contexte très quotidien, c'est une conférence de philosophie, c'est pas un contexte très usuel,
Mais si après, on se retrouve dans le couloir pour papoter un petit peu à la sortie, et que implicitement, parce que explicitement, ça serait quelque chose de bizarre à vous dire, je sais que j'ai deux mains, mais que implicitement, vous voyez que j'agis comme si je savais que j'avais deux mains, vous n'allez pas être choqué. D'accord? Parce que c'est vrai que je sais que j'ai deux mains. Ça va? Jusque-là, j'espère qu'on est assez d'accord. Par contre, il existe des contextes absolument dégénérés, des contextes absolument paranoïaques. C'est ce qu'on appelle un séminaire d'épistémologie, j'en sais quelque chose parce que ça fait partie de mon métier. Dans ce type de contexte, qui est très spécifique, mais qui est un contexte artificiel, qu'on exploite pour jouer avec le concept de connaissance, on ne peut pas dire qu'on sait qu'on a deux mains. Pourquoi? Parce que dans ce contexte particulier, qui n'est pas le contexte de la vie de tous les jours, on va se mettre à considérer comme pertinentes des contre-possibilités complètement loufoques, ce qu'on appelle des scénarios sceptiques ou des scénarios cauchemardesques de type conspirationniste, où en fait il n'est pas possible, que je ne peux pas désamorcer au regard de mes données probantes, qui font en sorte que je ne peux pas savoir que j'ai deux mains. Quels sont ces types de contre-possibilités? C'est ce qui est représenté ici sur cette image. Si vous avez vu le film Matrix, c'est le plot de Matrix, c'est exactement ça. C'est un vieil argument philosophique qu'on appelle le cerveau dans une cuve, qui date de bien avant Matrix, mais en fait le plot de Matrix a repris ça. Mais imaginez cette contre-possibilité, certes loufoque, certes bizarroïde, mais possible, selon laquelle vous n'êtes pas vous, comme vous pensez que vous êtes, et je ne suis pas moi comme je pense que je suis moi ici en train de barboter, ça c'est mon cerveau qui barbote dans un petit aquarium, et je suis connecté par à une simulation informatique très puissante, c'est le principe de la matrice, à un ordinateur qui va m'envoyer des impulsions dans le cerveau pour me faire penser que je suis là un humain qui a deux mains et qui est en train de vous parler, alors qu'en fait je suis un cerveau dans une cuve. D'accord? C'est certes complètement loufoque, mais ça, c'est le genre de scénario que les épistémologues aiment bien envisager, je vous dis pour jouer dans leur séminaire, et à partir du moment où ils envisagent sérieusement ce genre de scénario, et à partir du moment où ce genre de scénario ne vous permet pas, à l'aide des données probantes que vous avez, de désamorcer la contre-possibilité que vous n'avez pas deux mains, parce que regardez la petite image, si je suis effectivement ce cerveau, je n'ai pas deux mains, d'accord? Effectivement, je suis juste un cerveau qui barbote dans une cuve, donc il est faux de penser que j'ai deux mains, c'est un peu la théorie complotiste, hein. C'est vraiment un complot poussé à son extrême ici. Mais dans ce cas particulier, comme les données probantes que j'ai à disposition, c'est-à-dire les images sur ma rétine de ce qui apparaît comme étant mes deux mains, ce sont peut-être en fait des images dans cet ordinateur qui me sont envoyées à moi, cerveau qui n'a pas deux mains, mais je ne peux pas désamorcer cette contre-possibilité qui est pertinente dans ce contexte, et donc je ne sais pas que j'ai deux mains. D'accord? Donc dans un séminaire d'épistémologie, c'est le cas très spécifique, très exotique, où on détruit la connaissance. C'est ce que David Lewis dit quand il dit l'épistémologie, c'est cette branche particulière du savoir, de la philosophie, qui détruit son propre objet quand elle l'investigue d'un peu trop près. D'accord? La connaissance est l'objet de l'épistémologie, mais en regardant trop près, on le détruit à certains égards. Et ça, c'est toute la tradition sceptique. C'est ce que j'ai représenté ici, mais ça vient d'une autre conférence, mais c'est grosso modo les scénarios cauchemardesques de l'épistémologie, le malin génie cartésien, le complotisme ou les cerveaux dans une cuve que j'ai mentionné ici. Alors, chose importante, on ne peut pas changer de contexte épistémologique aussi facilement comme on change de chaussettes ou de cravate. D'accord? Petit exemple pour vous le montrer. Si vous vous pointez dans la rue et que vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît ?» et que la personne vous dit « Mais oui, bien sûr », après avoir regardé sur sa montre, il est 14h45. Si vous lui répondez « En êtes-vous si sûr? N'êtes-vous pas un cerveau dans une cuve ?» évidemment, vous passerez pour un maboule. D'accord? Et la personne va changer de trottoir très poliment. Parce que si vous jouez à l'épistémologue dans un contexte qui n'est pas un séminaire d'épistémologie, vous passez pour un dingue à juste titre. Pourquoi? Parce que dans un contexte, quand on se promène en rue et qu'on demande l'heure à quelqu'un, ce n'est pas une contre-possibilité pertinente d'envisager qu'on n'est pas un cerveau dans une cuve. D'accord? Ça, c'est ce qu'on fait pour rigoler en classe d'épistémologie, ou c'est ce qu'on fait pour pas rigoler quand on est un vrai complotiste. On va y arriver, évidemment, dans un instant. Donc, bien sûr, la théorie est contextualiste, bien sûr, la vérité des attributions de connaissances dépend du contexte, mais les contextes sont des choses très rigides, on ne change pas comme on veut. D'accord? Ou sinon, on pourrait savoir des choses qu'on ne sait plus dans un autre contexte, et simplement, ça c'est la même DIA qui vous dit, voilà la théorie, et rappelez-vous, tout en dessous, il y a bien dans le contexte C. Et c'est le contexte qui va fixer quelles sont les contre-possibilités pertinentes ou pas. Rappelez-vous le petit haha que je vous avais promis tout à l'heure, dans le cas de Galilée, le contexte était le contexte du géocentrisme aristotélicien, le modèle des deux sphères. Dans ce contexte-là, il y avait des contre-possibilités pertinentes, comme penser qu'en fait il y avait des étoiles fixes et ce genre de choses, qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui pour la petite histoire, mais c'était pertinent dans ce contexte-là, et c'était pas pertinent d'envisager un complot, ou d'envisager la matière noire, ou d'envisager que sais-je. Ça va? Donc le contexte est important quand on parle de connaissance, pour savoir de quoi il est question. Ok. Maintenant on a notre outil, on a notre théorie de la connaissance, on a notre marteau, maintenant on va taper sur notre clou. D'accord? Le clou, rappelez-vous, c'était le préambule de l'exposé. L'espace public est accaparé par deux épouvantails, le scientifiquement prouvé quand on tape sur la table et on fait taire l'autre, et
la rhétorique du complot, où on fait taire l'autre en dissolvant la possibilité de connaître. Mais ce que je vais essayer de vous faire sentir ici, c'est qu'à l'aune de cette théorie de la connaissance qu'on vient de développer, on va pouvoir montrer que ces deux pôles sont dans l'erreur, et de manière un peu étonnante, on va montrer que c'est la même erreur qui les anime tous les deux. D'accord ? Donc quand on veut répondre à un complotiste en pensant au scientifiquement prouvé, en tapant du poing sur la table, étonnamment, on donne du grain à moudre au complotiste lui-même, on tend le bâton pour se faire battre, pour le dire autrement. Donc autrement dit, quand on veut vraiment défendre la science, je pense qu'il y a une approche plus intéressante qui est précisément l'approche de la ligne de crête entre les deux, dont j'essaie de vous parler ici. Et puis comme je vous l'ai dit, après on parlera un peu de vérité pour quand même voir qu'est-ce que tout ceci nous dit sur la question de la vérité. Donc retournons au début de notre exposé. L'extrême scientiste, c'est scientifiquement démontré, donc taisez-vous, vous êtes dans l'erreur. Non, non, pas du tout, c'est le fruit d'un complot, donc taisez-vous, vous êtes dans l'erreur. Et comment est-ce qu'on pense une médiation là-dedans? Alors commençons par le premier, c'est purement aléatoire, commençons par l'appel au complot, commençons par l'extrême cynique. Alors le complot, vous connaissez. D'accord, vous avez toutes et tous déjà entendu des théories du complot, selon laquelle on n'a pas vraiment marché sur la Lune, Elvis Presley est encore vivant, la Norvège n'existe pas, celui-là c'est un de mes préférés, ou pourquoi la Norvège d'ailleurs, ça n'a pas vraiment de sens, pourquoi la Terre est plate, le platisme c'est une forme de complotisme inévitablement pour des raisons qui seront claires, etc. etc. Il y a des théories de plus ou moins dingues, plus ou moins étonnantes, plus ou moins étranges, les Illuminati, les reptiliens, tout ce que vous voulez, QAnon, et ce genre de choses. Pour rester dans le cadre du cas d'étude qu'on a abordé tout à l'heure, envisageons que du temps de Galilée, pour des raisons absolument ineptes, donc c'est vraiment pas un complot à prendre au sérieux, je connais pas beaucoup de complotistes qui défendraient ça, mais imaginez qu'il existait une sorte de cabale, je sais pas, d'aristotéliciens véreux, qui aurait en fait trafiqué tous les télescopes d'Europe d'une manière si parfaitement concertée, pour faire croire à tous les astronomes qu'il y a en fait des satellites qui tournent autour de Jupiter alors qu'il n'y en a pas. Ce serait vraiment étonnant comme théorie du complot, mais c'est une théorie du complot, enfin elle ne me paraît pas plus étonnante que l'histoire de la Norvège ou d'Elvis Presley, mais soit. Il n'y a pas de chose à gagner là derrière, il n'y a pas d'argent à se faire sur ce genre de théorie du complot, il n'y a pas d'idéologie à défendre, mais imaginons qu'il y aurait cette théorie du complot. Alors qu'est-ce que ça veut dire appeler au complot? Qu'est-ce que ça veut dire envisager sérieusement cette contre-possibilité complètement loufoque qu'existerait, donc que Galilée aurait tort, que son hypothèse serait fausse, mais que les données seraient expliquées par la présence d'un complot? Mais donc c'est ce qu'on appelle faire un appel au complot. Et qu'est-ce que c'est faire un appel au complot? La première chose, c'est évidemment affirmer qu'il existe un complot. Mais ça, c'est pas suffisant, vous vous en rendez bien compte. Toute personne qui dénonce l'existence d'un complot n'est pas complotiste. Pourquoi? Parce que des complots, ça existe. D'accord? Tout complot criminel, les attentats du 11 septembre, le Watergate, l'assassinat de Jules César, ce sont des complots. D'accord? Ce sont des personnes qui, dans l'ombre, complotent pour essayer de faire quelque chose de généralement répréhensible, et qui essaient de cacher, évidemment, le fait qu'ils ont... Et donc, il existe même des métiers, un journaliste, policier, d'accord, un enquêteur, qui ont comme vocation de dénoncer les complots. D'accord? Quand les journalistes parlent des Panama Papers, ils dévoilent un complot. Et ils ne sont pas complotistes pour autant. Ce qui fait de quelqu'un un complotiste, c'est qu'il existe, qu'on appelle à un complot, mais à mauvais escient. Ça va, c'est-à-dire en dépit de toutes les données qui semblent pointer dans la direction opposée ou en l'absence complète de données probantes, de manière purement gratuite. C'est pour ça que, si je reviens en arrière, cet exemple-là ressemble bien à un appel au complot dans le sens où ça a l'air tout à fait gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données très claires qui montrent qu'il y aurait effectivement des gens aussi puissants qui auraient la possibilité et l'intérêt et le mobile d'aller faire ce qu'ils font dans tous les télescopes partout en Europe. Il n'y a pas vraiment de preuves. Donc ça, c'est pour ça qu'on parle ici d'appel au complot. Et lorsqu'on veut traduire cette idée dans cette machinerie contextualiste que je viens de vous mentionner précédemment, donc rappelez-vous, connaître, c'est éliminer les contre-possibilités pertinentes dans un contexte donné, qu'est-ce que ça veut dire appeler au complot dans ce cadre-là? Vous avez deux options, que vous soyez du côté de la vision reçue ou du côté de la vision complotiste, parce que dans la vision du monde complotiste, il y a toujours deux pôles qui s'affrontent. Du côté du complot, c'est d'imposer à la vision reçue, donc imaginez par exemple que vous êtes un platiste et vous imposez aux rondistes, que nous sommes sans doute dans cette salle, on pense tous que la Terre est ronde, j'imagine, d'accord, le platiste qui vient vous voir, il va imposer à vous qui êtes un pauvre rondiste, mouton rondiste, de quelque part, il va vous imposer de prendre au sérieux des contre-possibilités, celles du complot, qui pourtant ne sont pas pertinentes. C'est ça appelé au complot. Donc tout à l'heure, la personne qui disait tout ceci n'est que le fruit de Big Pharma, c'est imposer aux scientifiques qui travaillent dans les sciences biomédicales d'envisager la contre-possibilité qu'ils sont sous le coup d'un complot mondial, alors que cette contre-possibilité n'est pas pertinente. C'est ça appelé au complot. Et l'autre manière de le voir, si vous êtes cette fois-ci le complotiste, c'est d'ignorer des contre-possibilités pourtant tout à fait pertinentes. Ça, c'est typiquement si vous êtes le platiste, et qu'un rondiste vient vous voir avec une photo de la Terre qui est ronde. Il a été voir Thomas Pesquet qui a pris une photo de la station spatiale et on voit, il dit, on voit bien que la Terre est ronde, il vous la met devant le nez, mais qu'est-ce que fait le complotiste typiquement? Il va ignorer cette contre-possibilité pourtant pertinente en faisant quoi? En disant qu'elle est le fruit d'une machination, qu'elle est une construction. C'est la NASA qui a trafiqué la photo, ce genre de choses.
appeler au complot dans ce cas de figure précis, c'est ignorer une contre-possibilité qui pourtant est tout à fait pertinente, ce qu'on ne peut pas faire sur le plan épistémologique. Et ce que je veux vous faire sentir ici, c'est à ça que ça revient, c'est que ce qui se passe avec l'appel au complot, c'est exactement la même chose qui se passe dans un séminaire d'épistémologie, sauf que là on le fait pour jouer. Rappelez-vous, quand je parlais du séminaire d'épistémologie, c'est ce contexte tout à fait spécifique, tout à fait exotique, tout à fait paranoïaque, dans lequel une affirmation de connaissance qui était vraie devient fausse. Comment ? En rigidifiant artificiellement les conditions de vérité sur nos attributions de connaissance, en exigeant qu'on envisage des contre-possibilités complètement démentielles qu'il n'est pas nécessaire d'envisager dans un contexte traditionnel. D'accord ? L'épistémologue de service, c'est ce qu'il aime bien faire. Il aime bien vous dire, vous pensez que vous savez que vous avez deux mains, mais en fait vous ne le savez pas parce que vous êtes peut-être un cerveau dans une cuve. Ben, le complotiste, il fait la même chose. Le complotiste, il va voir le scientifique, ou toute personne qui prétend connaître quoi que ce soit, et il va lui dire « Ah, vous pensez qu'il y a 4 satellites qui tournent autour de Jupiter, mais vous n'avez pas envisagé qu'il y a peut-être des Illuminati ou des crypto-aristotéliciens véreux qui ont trafiqué tous les télescopes, et donc en fait vous ne savez pas, parce que vous n'êtes pas capable de désamorcer cette contre-possibilité. » D'accord ? Et évidemment, faire ceci, c'est artificiel. C'est une manœuvre illégitime sur le plan épistémologique. On l'a montré tout à l'heure. Galilée, il pouvait tout à fait prétendre savoir qu'il y avait des satellites qui tournent autour de Jupiter, sans avoir à désamorcer la possibilité qu'existe un complot. Il n'y a pas besoin de désamorcer cette possibilité, parce qu'elle n'est simplement pas pertinente dans ce contexte particulier. Donc l'appel au complot, si vous voulez, c'est forcer à rendre pertinentes des contre-possibilités qui pourtant ne le sont pas. Ça, c'est une autre manière de voir la dynamique qui se passe ici, et ça, c'est une erreur épistémologique. Ça va ? Ce que je vous montre maintenant, c'est que l'extrême scientiste, de manière peut-être étonnante, c'est-à-dire celui qui tape sur la table en disant « c'est une vérité, taisez-vous », il fait exactement la même erreur. Et il donne du coup du grain à moudre pour le complotiste. Et puis on verra par après, je vous rappelle chaque fois où on est dans l'exposé, comment la notion de vérité va venir se glisser dans toute cette histoire. Alors le scientifiquement prouvé, l'extrême scientiste, l'idée de c'est la vérité toute nue, on la connaît bien, et on la connaît malheureusement très bien en philosophie des sciences, parce que c'est la réminiscence d'un idéal malheureusement un peu éculé, de type cartésien, c'est pour ça que vous avez Descartes, vous le reconnaissez peut-être pas en dessous, mais qui a posé, et c'est normal dans le contexte qui était le sien, d'accord, dans le contexte qui était le sien, c'est-à-dire un contexte complètement asymétrique par rapport à notre contexte à nous. Le contexte cartésien, c'est quand même le contexte d'une pensée dominante d'origine théologique, dans lequel les sciences sont marginales. C'est l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le disais, les sciences ont plutôt bonne presse en général. On a plutôt un haut niveau de confiance dans les sciences. Donc, ce qui avait une certaine valeur dans l'idéal cartésien de l'époque, à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc, c'est cette idée de la science, elle avance par coup de certitude. Elle avance par des preuves. C'est l'idéal d'une science de l'absolument certain, de la vérité avec un grand V, du scientifiquement prouvé. Et c'est une chose que tous les philosophes de sciences disent généralement à leurs étudiants, surtout quand ils enseignent à des scientifiques qui ont besoin d'entendre ça, que la science, ce n'est pas, et ça n'a jamais été le lieu de la certitude. C'est le lieu du doute, d'accord ? Mais c'est le lieu du doute raisonnable, comme on appelle. C'est pas n'importe quel doute, c'est pas le doute sceptique, c'est pas le doute hyperbolique, c'est pas le doute qui fait qu'on pense qu'il n'y a plus rien qui peut être connu, c'est le lieu du doute constructif. Mais c'est quand même le lieu du doute, c'est-à-dire, on entretient toujours la possibilité qu'on peut se tromper. Donc évidemment, je dis souvent à mes étudiants, vous n'êtes pas en train de vendre du dentifrice, d'accord ? Quand vous vendez du dentifrice, vous pouvez dire scientifiquement prouvé, au sens c'est établi, taisez-vous, c'est comme ça, d'accord ? Mais ça, c'est du marketing, c'est pas de la science. La science, elle ne peut pas être dogmatique, parce qu'aussitôt qu'elle est dogmatique, elle cesse d'être science. D'accord ? Elle devient de la religion ou autre chose. Ça va ? Donc, simplement pour remettre les pendules à l'heure, il n'y a pas, en fait, à proprement parler de certitude en science, ce qui n'empêchera pas, comme on va le voir dans un moment, parce que je sens que ça peut déranger d'entendre ça, qu'il existe des choses dont on est plus ou moins certain. Le fait que la Terre est ronde, on peut considérer ça comme une certitude scientifique. Alors comment on va concilier ces deux idées ? Il n'y a pas de certitude, mais en même temps il y a des choses qu'on sait, c'est ce qu'on va voir dans un instant. D'accord ? Je vous vends un petit peu la suite de l'exposé, au cas où vous commencez à fatiguer pour rester un petit peu réveillé. Donc ce qui nous occupe ici avec le scientifiquement prouvé, donc c'est toute cette idée, c'est ce que j'ai écrit ici, en appeler aux faits scientifiques, au scientifiquement prouvé, à la vérité toute nue. Généralement, comme je vous le disais, c'est une manœuvre rhétorique en tapant sur la table, il faut essayer d'imposer un petit peu pour faire taire l'adversaire, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça revient à faire ? Mais ça revient à prétendre indûment, illégitimement, qu'on a éliminé toutes les contre-possibilités, même celles qui ne seraient pas pertinentes dans le contexte. Parce que c'est ça que ça veut dire prouver. Prouver, c'est toucher la vérité au-delà de tout soupçon possible, c'est-à-dire fondamentalement avoir éliminé toutes les possibilités qu'on se trompe. C'est fermer la porte au fait qu'on va pouvoir réviser ce qu'on a établi. Pour la petite histoire, si les scientifiques touchaient la vérité avec un grand V, la science s'arrêterait. Ils arrêteraient de faire de la science. On aurait la vérité, ça ne sert plus à rien de chercher. Si on cherche encore, la possibilité même de chercher encore, c'est qu'on n'a pas encore trouvé. D'accord ? Ça, c'est un petit peu l'idée. Et donc, grosso modo, ce qui se passe dans le scientifiquement prouvé, mais c'est de la même façon qu'avec l'appel au complot, c'est une dynamique de rigidification artificielle
des normes de vérité sur nos attributions de connaissances. C'est de la même façon qu'un séminaire d'épistémologie. C'est de quelque part exiger que pour connaître, il faudrait prouver, c'est-à-dire éliminer toutes les possibilités d'erreur, dont les possibilités complètement loufoques de type scénario sceptique, ce qui est impossible. C'est-à-dire, quelque part, la dynamique du scientifiquement prouvé, c'est de prétendre qu'on a touché le vrai avec un grand V, c'est la petite nuance entre le vrai avec un petit v et le vrai avec un grand V, ce qui est impossible. C'est une sorte de sacralisation de la connaissance. Mais le mouvement est le même qu'avec le mouvement conspirationniste. Par rapport à la connaissance authentique comme Galilée a pu l'obtenir en ayant résorbé les contre-possibilités pertinentes et seulement celles-là, mais le complotisme va dire en fait il ne prétend pas savoir, il ne peut pas savoir, parce qu'il n'a pas désamorcé cette contre-possibilité sceptique complètement dingue des cerveaux dans une cuve par exemple, ou du complot, alors que le scientifiquement prouvé va dire si, il a réussi à même éliminer ces contre-possibilités, et donc il sait avec un grand S, j'allais dire avec un grand C, mais il sait avec un grand S, il a touché la vérité avec un grand V. D'accord? Donc vous comprenez, les deux dynamiques sont les mêmes, mais elles sont un peu l'envers du décor, l'envers d'une même pièce. L'une va prétendre qu'il faut tout éliminer, et comme on ne peut pas le faire, on ne peut pas savoir. L'autre va prétendre qu'il faut tout éliminer, et on ne parvient à le faire, et donc on sait avec un grand S. D'accord? Donc dans les deux cas, il y a une destruction d'une idée de connaissance. C'est la connaissance comme une connaissance faillible, et c'est ce vers quoi on va arriver, c'est-à-dire que la même erreur épistémique qui est cachée au cœur de ces deux approches miroirs, c'est un peu ce qui est schématisé par ce petit dessin, c'est de oublier qu'il y a une partition entre contre-possibilités pertinentes et non pertinentes. C'est construire la connaissance comme étant infaillible. Dans un cas pour prétendre qu'on l'atteint, et dans un autre cas pour prétendre qu'elle est inatteignable. C'est fondamentalement ça, la même erreur qui se cache au cœur de la rhétorique complotiste et de la rhétorique scientiste. Évidemment, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on dépasse cette erreur. Alors ici, j'ai juste une capture d'écran, d'un article d'un collègue épistémologue qui le dit en ces termes. Il a établi ce qu'on appelle un décalogue pour les communicants de la science, pour ceux qui veulent défendre la science. Et j'ai pris simplement un petit extrait ici qui dit ceci. Pour les défenseurs de la science, il est essentiel de ne pas tomber dans le piège d'accepter l'infaillibilité comme un idéal de science. D'accord ? Nous devons quelque part expliquer pourquoi l'infaillibilité est un idéal autoréfutant. C'est-à-dire que lorsqu'on prétend que la connaissance est absolue, lorsqu'on prétend avoir touché la vérité avec un grand V, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on tend le bâton pour se faire battre. Parce qu'en fait, on ouvre la porte au complotisme, on ouvre la porte à toutes les pensées sceptiques. Ça va ? Maintenant que tout ceci a été plutôt établi, venons-en à la question qui est peut-être la plus importante à mon sens, la question de la vérité. Comment est-ce que la vérité va venir se poser là-dedans? Et la question qui va m'intéresser ici, c'est celle-ci, c'est de se dire entre l'absence totale de vérité dans la logique complotiste et entre la vérité avec un grand V de la logique scientiste, quelle place il y a encore pour une authentique vérité dans les sciences? C'est sur ça qu'on va un petit peu tourner dans les quelques minutes, maintenant, il ne reste plus beaucoup, avant qu'on tourne vers la discussion. Alors le point de départ, c'était le point d'arrivée de ma section précédente, c'est quoi connaître? Comme on l'a vu, connaître, c'est résorber les possibilités d'erreur. D'accord? Pour pouvoir prétendre connaître, vous envisagez toutes les possibilités pertinentes que vous avez de vous tromper, et vous prenez pour vous de les éliminer pour converger vers quelque chose qui apparaît le vrai. Et comment le vrai va s'insinuer là-dedans? Je vais distinguer deux idées de vérité qui pour moi existent dans les sciences. Je vais vous montrer que la première, c'est la plus commune, mais elle me semble être la moins intéressante. La deuxième, elle est un peu plus étrange, elle me semble être la plus intéressante. La première, qui est la plus connue, c'est de se dire, mais on sent bien, c'est un peu l'image que je donne parfois à mes étudiants, vous êtes un scientifique, la vérité c'est une sorte d'île un peu éloignée, vous êtes perdu dans l'océan de la fausseté et vous devez nager vers cette île qui est votre horizon, mais vous écartez le faux, et en écartant le faux, vous avancez vers le vrai. Il y a l'idée d'une convergence vers le vrai en éliminant les contre-possibilités d'erreur, ou les contre-possibilités tout court, c'est-à-dire que quelque part, la première idée qu'on a quand on parle de vérité en science, c'est une sorte d'idéal vers lequel on tend mais qu'on n'atteint jamais. Ça, c'est une première idée qu'on va un peu discuter maintenant. Mais la deuxième idée qui me paraît plus intéressante, c'est de dire, oui, mais au tenter, quand je suis perdu dans cet océan et que je tends vers cette île inatteignable, est-ce que je peux quand même pas dire qu'il y a déjà des vérités que j'ai à ma disposition? En fait, oui, dans un certain sens. Mais on va voir des vérités dans quel sens, peut-être pas dans le sens qu'on envisage. Vous voyez déjà le mot qui apparaît, ce qu'on appellera des vérités approximatives, et c'est à peu près ce que je vais essayer de faire comprendre maintenant. Alors j'ai essayé de trouver une métaphore, j'ai réalisé qu'elle était peut-être un peu politiquement incorrecte, un peu après l'exposé, parce que vous allez voir dans un instant, il y aura Depardieu qui apparaîtra, je sais qu'il est plus très en odeur de sainteté, mais vous m'excuserez, d'accord? C'était parce qu'il fallait trouver une image avec des sables mouvants, stables et pas stables, et je trouvais que cette image avec Pierre Richard et Depardieu la symbolisait à merveille, d'accord? Donc vous m'excuserez de parler de Depardieu dans cette conférence. Mais donc l'enjeu, il est celui-ci,
la conception de la connaissance que je viens de vous proposer comme résorption des contre-possibilités pertinentes, d'abord il faut bien comprendre que c'est clairement une théorie faillibiliste de la connaissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire faillibiliste? C'est encore un grand terme, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut simplement dire que toute connaissance est toujours faillible, c'est qu'elle peut donc échouer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on croit connaître, on peut toujours se tromper. Notez qu'il y a des philosophes célèbres, je pense à Popper en particulier, c'est si on connaît un philosophe des sciences, c'est généralement lui, il a construit ça comme la définition même de la science. Pour lui, ce qui fait une science, c'est précisément qu'elle est faillible. C'est précisément qu'elle ménage la possibilité qu'elle se trompe. C'est ce qu'on appelle le falsificationnisme, pour ceux qui ont déjà entendu ça. Est scientifique ce qui ménage la possibilité d'être réfuté. C'est précisément, il en a fait une définition de la science. Mais donc ici, c'est un peu raccord avec cette idée, la connaissance, c'est toujours faillible. On peut toujours se méprendre quant au fait de connaître pourquoi, parce qu'il y a toujours des contre-possibilités qu'on ne peut pas résorber. Toute affirmation de connaissance, repensez à Galilée tout à l'heure, quand bien même on peut dire qu'il sait qu'il y avait 4 lunes qui tournent autour de Jupiter, il n'empêche qu'il existait toujours des contre-possibilités qu'il n'a pas résorbées. La matière noire, le complot, etc. etc. D'accord? Et donc ça, c'est un peu l'image du sable mouvant. C'est vrai que, étant donné que la connaissance, et en particulier la connaissance scientifique, est toujours faillible, ben on est un peu toujours dans des sables mouvants. On est un peu toujours sur des bases qui ne sont pas parfaitement stables, puisqu'elles peuvent toujours se dérober sous nos pieds, puisque toute affirmation qu'on tient pour vraie à une époque va peut-être se révéler fausse 200 ans plus tard. C'est un peu ce que l'histoire des sciences nous montre. On a cru que, et en fait on s'est trompé, on a cru que, et on s'est trompé, on a cru que, et on s'est trompé. Mais évidemment, on va voir qu'il y a quand même quelque chose qui se conserve dans cette histoire, et c'est évidemment ce vers quoi on va converger. Et ce qu'il est bien important de comprendre, et c'est ça tout l'enjeu, et c'est ça la ligne de crête dont je vous parlais tout à l'heure, entre l'idée de pas de connaissance ou l'idée d'une connaissance sacralisée, comment on trouve cette espèce d'entre-deux, mais c'est que cette conception faillibiliste de la connaissance, donc selon laquelle on peut toujours se méprendre quant au fait de connaître, parce qu'il existe toujours des contre-possibilités impossibles à résorber, il n'empêche qu'elle n'est pas nécessairement révisionniste. Il n'empêche qu'elle n'implique pas nécessairement qu'on peut toujours être dans une position de jeter à la poubelle tout ce qu'on pense connaître à une époque donnée. Par exemple, on croit toujours aujourd'hui, et on sait toujours aujourd'hui qu'il y a au moins 4 satellites qui tournent autour de Jupiter. C'est quelque chose qu'on a acquis depuis Galilée, et c'est pas parce que la connaissance est faillible que demain la veille on va se rendre compte qu'en fait on s'était trompé, qu'il n'y avait pas 4 satellites qui tournent autour de Jupiter. Même chose avec la Terre qui est ronde, même si on peut se tromper quant au fait que la Terre est ronde, parce qu'elle est peut-être cubique, ou il n'y a peut-être pas de Terre parce qu'on est des cerveaux dans une cuve, d'accord? Ça n'empêche qu'on considère qu'on sait qu'elle est ronde et on le sait une bonne fois pour toutes. Mais c'est précisément pourquoi, et on va le voir maintenant, parce qu'on peut abandonner un idéal de précision absolue. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ménager l'idée qu'à un temps t donné, il ne faut pas attendre d'être sur cette île inatteignable, on peut connaître certaines choses et on peut toucher certaines vérités, mais il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est le prix du vague. Et je cite ici un philosophe que j'aime bien, Charles Peirce, qui le disait en ces termes, « C'est facile d'être certain, il suffit d'être vague. » Et je vous donne un exemple assez simple. J'aurais dû réfléchir un petit peu avant, mais imaginez qu'on me demande, qu'on vous demande, combien il y a d'espèces de poissons dans tous les océans de la Terre aujourd'hui. D'accord, ça c'est une question scientifique qu'on peut se la poser si on veut faire de la protection de la biodiversité des poissons. C'est intéressant de savoir combien il y a d'espèces approximativement aujourd'hui. Mais moi je peux vous le dire combien il y a d'espèces aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose de vrai sur le nombre d'espèces qu'il y a au tenté aujourd'hui dans les océans, sans sortir de mon fauteuil, bon je ne suis pas assis, mais sans sortir de cette salle, sans même perdre mon temps à aller barboter dans l'océan et à les regarder. D'accord, il suffit que je sois suffisamment vague. Par exemple, il y en a entre 0 et l'infini. Ben là je vous ai dit quelque chose de vrai sur le nombre d'espèces qui existent aujourd'hui dans l'océan. Mais c'est tellement vague que ce n'est pas intéressant. Alors je peux me rendre la tâche un peu plus difficile. Je vais dire qu'il y en a entre 5 et 157 milliards. Bon, je suis probablement encore dans le vrai. Et je suis un peu moins vague que tout à l'heure. Mais vous avez compris qu'il y a un mouvement qui se fait ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire les scientifiques? Mais ils vont aller, cette fois-ci ils vont sortir de leur fauteuil, ils vont aller barboter dans l'océan, ils vont aller dans leur labo, ils vont confronter ça à des modèles de reproduction animale, ils vont aller faire des observations à différentes profondeurs, ils vont les contraster les unes avec les autres, ils vont faire toute une machinerie qui a pour vocation d'éliminer les possibilités, que ce soit 5, 17, 43, etc., etc., pour converger vers une fourchette de plus en plus serrée, qui va leur permettre encore de dire quelque chose de vrai, mais d'un peu vague. D'accord? Évidemment, le jeu de la science, par rapport à moi ici qui ne fais pas de la science quand j'essaye de spéculer sur le nombre d'espèces de poissons qu'il y a maintenant dans l'océan, ça va être de restreindre cette fourchette tout en restant dans le vrai, à la rendre la plus informative possible tout en restant dans le vrai. C'est ça l'enjeu qui va nous intéresser maintenant. Et pour l'illustrer, je reviens un peu à l'astronomie et au platisme, parce que c'est généralement une position que j'aime beaucoup. Moi, les platistes dans mes cours, en fait, c'est un beau cas d'étude. Et j'ai essayé d'envisager une évolution absolument inepte sur le plan de l'histoire des sciences. Ça ne s'est pas passé comme ça sur le plan de l'histoire des sciences. C'est pour ça que j'ai mis des petites astérix. C'est pour dire, en fait, c'est une reconstruction purement pédagogique. Imaginez que voilà comment ont évolué nos représentations scientifiques de la forme de la Terre au cours du temps. Qu'on a d'abord cru qu'elle était plate,
puis on a cru qu'elle était parfaitement sphérique, et puis on a cru qu'elle est patatoïde, comme on le croit aujourd'hui, ce qu'on appelle le géoïde. C'est en fait la Terre, c'est une sorte de pomme de terre un peu cabossée, parce qu'il y a des fosses océaniques, il y a des montagnes, vous savez bien, c'est pas une sphère. D'accord? Alors, c'est une ineptie sur le plan historique, parce qu'on le sait qu'historiquement, il n'y a jamais eu de platisme scientifique. Dès l'Antiquité, on savait déjà que la Terre était ronde. Et ça, pour le coup, c'est une histoire intéressante. C'est une fake news scientifique bien connue. Donc, vous voyez que les fake news, elles ne viennent pas que des trolls sur Internet ou de Donald Trump. Elles viennent aussi des scientifiques ou des académiciens. C'est Voltaire, en l'occurrence, à blâmer ici pour cette histoire, qui a propagé la fake news dans l'encyclopédie, que, en fait, au Moyen-Âge, tout le monde pensait que la Terre était plate et qu'il a fallu attendre Christophe Colomb, qui, en voulant aller en Inde, a atterri en Amérique, qui aurait découvert que la Terre était ronde. Ça, c'est complètement du fake. C'était pour vendre un peu la colonisation, la découverte, etc. C'est un beau récit, mais historiquement, on sait que c'est pas exact. C'est une idée complètement fausse qui a été propagée et qui fait encore ses petits-enfants aujourd'hui. Il y a encore des gens qui pensent qu'au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate. Il y a eu quelques pères de l'Église obscure qui l'ont écrit quelque part, mais c'était purement marginal. Au Moyen-Âge, probablement que les gens ne se posaient déjà pas la question de la forme de la Terre, et quand ils se la posaient scientifiquement, c'était pour dire qu'elle était ronde. Donc on le savait depuis l'Antiquité qu'elle était ronde. D'accord? Il suffit de regarder l'horizon avec un bateau arrivé, il suffit de regarder une éclipse. Enfin, il y a plein de raisons qui font que les astronomes de l'époque savaient déjà bien qu'elle était ronde. Donc il n'y a jamais eu de platisme scientifique, mais c'est pas grave pour ma petite histoire. Pas plus qu'on a vraiment pris au sérieux un jour l'idée que la Terre est une sphère parfaite. D'accord? Donc, c'est-à-dire le lieu des points de l'espace qui serait parfaitement équidistant d'un centre donné. Il suffit de savoir que quand on monte une rue comme ça, on n'est plus sur une sphère parfaite. Il y a de l'altitude, donc c'est pas très compliqué. D'accord? Mais imaginons que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ce que j'aimerais bien vous faire ressentir ici, c'est ceci, c'est de se dire, évidemment, alors j'espère qu'il n'y a pas de platistes dans la salle, mais sinon on peut discuter après, la Terre est plate, on est d'accord pour dire que c'est faux. D'accord? La Terre est ronde au sens de sphérique, évidemment que c'est faux. La Terre n'est pas une sphère. Et la Terre est X, ce sera toujours faux aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept X que vous puissiez inventer pour mettre dans cette phrase qui soit un jour vrai sur la forme de la Terre. Ça veut dire qu'on ne peut pas capturer dans un mot la forme de la Terre, et il y a une raison toute simple, c'est parce que la Terre c'est une entité plastique qui se déforme à chaque instant. Quand bien même j'inventerai un concept, alors je peux l'appeler le sartonoïde de révolution, en l'honneur à mon nom, d'accord, pour dire ça c'est un sartonoïde de révolution, et donc la Terre est un sartonoïde de révolution. À l'instant même où je le dis, pour autant que ce concept ait une bonne définition, une seconde après ça cesse d'être vrai parce qu'il y a eu des effets de marée, il y a eu l'érosion, il y a eu des mouvements de plaques tectoniques, et donc la Terre n'a plus la forme qu'elle avait un quart de seconde avant. D'accord? Donc vous ne savez pas capturer la forme de la Terre dans une phrase. Est-ce que c'est grave, docteur, j'ai envie de dire? Non, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il est impossible de toucher la vérité avec un grand V. C'est-à-dire qu'on ne pourra sans doute jamais capturer en une phrase ou dans une forme quelle est la forme de la Terre exacte, pour la simple et bonne raison que c'est une entité plastique et qu'on n'a pas une résolution infinie dans nos meilleurs modèles pour connaître la forme de la Terre. C'est la tentation du scepticisme. C'est l'idée que les sceptiques ou les complotistes vont pouvoir exploiter pour dire « Ah donc vous ne pouvez pas savoir ». Mais bien sûr qu'il y a un sens dans lequel on va pouvoir savoir, ce que je vais aborder dans un instant. Tout ce que ça dit, c'est qu'on ne peut pas savoir avec un grand S. C'est qu'on ne peut pas la trouver, on ne peut pas trouver la forme exacte de la Terre. Mais vous constatez quand même bien, et alors oui, il y a une raison pourquoi, c'est parce qu'il y a toujours des contre-possibilités impossibles à résorber. Si vous avez déjà fait un peu de modélisation, le petit modèle du géoïde, il n'a pas un maillage infiniment fin. C'est-à-dire qu'entre deux points de votre grille, il y a une infinité de contre-possibilités entre deux points que vous avez mesurés. Ça peut faire une petite bosse ou un petit creux, ou ça peut faire plein de choses, et vous n'avez pas la résolution de les discriminer. Donc il y aura toujours des contre-possibilités que vous ne savez pas résorber, donc vous ne savez pas exactement quelle sera la forme de la Terre. Il faudrait pour ça faire un nombre infini de mesures. Ça, on ne sait pas faire, parce qu'on est des êtres finis. Alors ça, c'est pas de chance, c'est notre condition humaine. Mais on le voit bien qu'il y a quand même deux sens de la vérité qu'on peut récupérer ici. Le premier, c'est celui de l'horizon dont je vous parlais tout à l'heure. On sent quand même bien, c'est pour ça que je l'ai représenté comme ça, qu'il y a un progrès scientifique indéniable dans l'évolution de ces représentations de la forme de la Terre. Aujourd'hui, quand on voit ce modèle, c'est une vraie prouesse scientifique d'arriver à connaître la forme de la Terre, certes imparfaitement, mais avec un tel degré de précision. Et d'ailleurs, c'est extrêmement utile. Ça nous permet de voyager, de faire des GPS, de faire des forages, ça nous permet de faire plein de choses, fondamentalement parce qu'on a une représentation qui, même si elle n'est pas parfaitement exacte, il y a des barres d'erreur, pour le dire autrement, elle est extrêmement précise. Et qu'elle est beaucoup plus précise qu'elle l'était il y a 2 siècles, et encore plus précise qu'elle l'était il y a 5 siècles. C'est-à-dire, rappelez-vous l'histoire avec les poissons dans l'océan, on a écrasé les barres d'erreur tout en restant dans le vrai. Ça, c'est le premier sens, c'est l'idée de l'horizon, c'est l'idée de je nage vers l'île, et l'île, c'est quoi ici? C'est la vraie forme de la Terre, je ne l'aurai jamais, mais en éliminant les contre-possibilités, je raffine mes modèles et je m'en rapproche. Ça, c'est déjà un sens intéressant de la vérité en science. Mais il y a un deuxième sens qui me semble beaucoup plus intéressant, c'est ça que je veux capturer ici. Alors ça va vous paraître être une pirouette de philosophe, à certains égards ça l'est un peu, mais c'est pas vraiment une pirouette, c'est vraiment sérieux. C'est de se dire que oui, la phrase « la Terre est ronde », en fait quelque part c'est faux, littéralement elle n'est pas ronde, la Terre elle n'est pas ronde au sens de sphérique, même si on sent que c'est approximativement vrai. Par contre c'est parfaitement vrai de dire que la Terre est approximativement ronde.
c'est de construire le vague dans la phrase. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses vraies, parfaitement vraies, sur des choses vagues. Et ça change tout par rapport au fait de dire des choses, pas que je m'en mêle les pinceaux ici, approximativement vraies sur des choses parfaitement précises. C'est précisément l'inverse. Donc ici, on peut dire des choses parfaitement vraies, il y a un sens de la vérité, mais sur des choses approximatives. C'est l'idée de vérité approximative. C'est-à-dire, pour le dire autrement, en dépit du fait qu'on peut toujours se tromper quand on connaît, en dépit du fait qu'on ne pourra jamais connaître la forme exacte de la Terre, on peut savoir qu'elle est approximativement ronde. Donc les rondistes parmi vous dans cette salle, j'espère la majorité d'entre vous, vous pouvez vous consoler en disant que je n'ai pas... Vous avez raison, d'accord? Vous pouvez dire qu'il est vrai, non pas que la Terre est ronde, mais qu'elle est approximativement ronde. Et dans la machinerie, pour ceux qui suivent et que ça intéresse, contextualiste de tout à l'heure, on peut le traduire rigoureusement, ça veut dire que toutes les contre-possibilités que vous ne pouvez pas éliminer, selon lesquelles la Terre ne serait pas approximativement sphérique, elles seront à jamais non pertinentes. Ça, c'est une phrase un peu alambiquée, il y a beaucoup de négations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule manière de défendre que la Terre n'est pas ronde, c'est via le complot. Et ça, c'est généralement le red flag absolu. Si le dernier recours d'une thèse contraire à la vôtre, c'est le complotisme, c'est que généralement, vous avez touché une vérité approximative. D'accord? Parce que fondamentalement, les seules contre-possibilités qu'il reste pour venir vous dire, vous rondissez, vous vous trompez, c'est la contre-possibilité des cerveaux dans une cuve. Vous n'avez pas envisagé que vous n'étiez peut-être pas des cerveaux dans une cuve qui viviez sur une Terre plate. D'accord? Ou vous n'avez pas envisagé qu'en fait, la NASA, les Illuminati ou tout ce que vous voulez vous mentent depuis des générations, vous fassent voir une courbure alors qu'il n'y en a pas, vous donnent des photos qui sont trafiquées, etc., etc. La seule défense qui reste pour le platisme aujourd'hui, c'est la défense complotiste. Ça, c'est généralement le signe que vous avez trouvé une vérité approximative. Et comment est-ce qu'on sait, parce que ça c'est la question à 1000 francs, et c'est la question épistémologique, comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé une vérité approximative au temps t? Ben, généralement, il faut attendre jusqu'au temps t', il faut attendre un peu, et voir quel est l'élément qui s'est conservé. Malgré l'évolution des sciences, malgré le fait qu'on a renversé nos représentations pour les remplacer par d'autres, qu'est-ce qui s'est conservé? Ben, ce qui s'est conservé, c'est la vérité approximative. C'est un peu ce qu'on voit sur l'image. Entre la deuxième étape et la troisième étape, qu'est-ce qui s'est conservé? C'est la rotondité approximative. Je sais qu'en dessous, c'est plutôt un patatoïde, mais il est encore approximativement rond. Il a conservé de l'image erronée du passé un élément qui est l'élément approximativement vrai. Ça va? Donc c'est un peu ça, presque la conclusion, j'en arrive à la fin de mon exposé. Certes, évidemment, il y a un révisionnisme scientifique. Certes, les théories, à chaque époque, sont remplacées par d'autres théories. Et certes, les théories d'aujourd'hui, on ne doit pas les sacraliser parce qu'elles vont très probablement être remplacées par de meilleures théories de demain. Mais ça n'empêche pas que nos théories d'aujourd'hui contiennent déjà en leur cœur des éléments approximativement vrais. Et que donc, vous pouvez prétendre connaître quelque chose de ces théories. Et ces éléments-là, c'est les éléments qui se conservent. Et c'est souvent l'histoire qui nous le dira. Alors je termine par, je vais revenir boucler la boucle, par une représentation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est la fameuse allégorie de Galilée en rétractation devant Bellarmine, dans son procès où il a dû se rétracter et dire oui, effectivement, elle est au centre, elle ne bouge pas, si vous voulez. D'accord? Qu'on a tendance à représenter souvent comme le vrai versus le faux, comme Galilée qui avait raison, parce que c'est son modèle qui était le bon, et Bellarmine qui avait tort. Donc Bellarmine, c'est le géocentriste, la Terre ne bouge pas, elle est au centre. Galilée, c'est plutôt la vision copernicienne héliocentrique de la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais alors qu'en fait, pour être exact, les deux ont tort. D'accord? Galilée, c'est aussi faux. Le modèle galiléen, il est rigoureusement faux. On le sait bien, le Soleil n'est pas au centre de l'univers. L'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas parfaitement sphérique. D'accord? Ça tourne autour du centre de masse du système et pas autour du centre du Soleil. Donc il y a plein d'éléments faux dans le modèle de Galilée. D'accord? Mais ceci n'empêche pas que Galilée est plus approximativement vrai, dans le sens où aujourd'hui notre astronomie conserve plus de Galilée que de Bellarmine. C'est juste ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui fait qu'historiquement, c'est Galilée qui a vaincu et Bellarmine qui a perdu? C'est comme ça qu'on raconte l'histoire, et il y a une vérité dans cette histoire-là. D'accord? C'est pas un épisode très glorieux pour l'Église, cet épisode-là. Je crois qu'il y a eu des excuses très tardives du Vatican pour cette histoire-là, parce que c'est vraiment un épisode assez médiocre dans la pensée de l'Église. Mais c'est pas le vrai contre le faux, c'est le faux contre le faux, et quand on veut raffiner un petit peu, c'est que simplement on a conservé plus de Galilée aujourd'hui, donc il était plus proche de la vérité approximative que ne l'était Bellarmine. C'est-à-dire qu'on a plus conservé du Galilée aujourd'hui que du Bellarmine. Et si je reviens maintenant, et j'en arrive à ma conclusion, à revenir à cette rhétorique des réseaux sociaux, à l'affrontement entre la sacralisation de la connaissance à gauche et sa dissolution à droite, on peut le traduire en termes de vérité, en termes de dire la science dit le vrai avec un grand V, et donc taisez-vous. Je vous rappelle, là c'est une manœuvre rhétorique, c'est pas une manœuvre rigoureuse, c'est simplement pour faire taire. Et l'autre qui dit mais non, la science ne peut pas dire le vrai. Dans les deux cas, c'est la même erreur de la connaissance infaillible, c'est la même erreur du vrai avec un grand V. En fait, la médiation, cette ligne de crête, c'est de dire la science dit le vraisemblable. La science dit, elle a vocation à dire,
simplement ce qui est approximativement vrai, et à cet égard, c'est largement suffisant pour ce qu'on entend lui faire faire. Et je vous remercie pour votre attention, et je pense qu'on a le temps pour discuter un petit peu. J'oubliais, si vous avez été intéressé par cet exposé, il existe une version écrite. Voilà, que je vous la mentionne ici, que c'est parce qu'à force, j'ai déjà donné cette conférence plusieurs fois, et à un moment, je me suis dit, ben, autant l'écrire. Et donc, voilà, vous avez, je pense que c'est en libre accès sur Internet. Vous tapez ça, je pourrais vous transmettre les slides, et vous avez, grosso modo, le texte de ce que je vous ai raconté ici, à peu de choses près, si ça vous intéresse de relire ça à tête reposée.